La responsabilité de chaque manager, c'est de développer son propre successeur. Et alors là, j'ai réalisé qu'effectivement... Tes filles ont dit ça? Mes filles ont dit ça. Alors que moi, je travaille depuis leur naissance, comme leur père. Tes 2 enfants, tes 2 filles, quand elles te demandent « Maman, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Qu'est-ce que tu leur réponds? Je dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Je pense qu'avant de parler de si ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la domina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Je suis extrêmement heureux de rencontrer et d'avoir avec nous aujourd'hui une femme qui se considère comme une protestante alsacienne. Elle est directrice générale de Miel France, mais également présidente d'EDEC Alumni depuis 2 ans. Elle marche énormément à l'intuition. La transmission pour elle est extrêmement importante, que ce soit dans le milieu professionnel comme dans le milieu personnel. Et donc c'est un honneur d'avoir aujourd'hui avec nous Anne. Bonjour. Bonjour Sacha. Est-ce que tu peux me parler, en préparant cet entretien tous les deux, tu m'as dit quelque chose d'assez fort sur ta grand-mère qui a changé de nationalité 3 ou 4 fois. Est-ce que tu peux nous parler et qui a apparemment un fort rapport avec l'Alsace? Oui, bien sûr. Alors je te disais, une terre de conflit. L'Alsace, c'est ce territoire qui est devenu français en 1648 avec Louis XIV finalement depuis assez longtemps. Et puis qui est devenu au XXe siècle en fait le terrain de tous les conflits, la guerre de 70, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et dans une région comme la mienne, qui est une petite région, ça a eu une influence extrêmement puissante et forte puisque la génération de mes grands-parents, ma grand-mère, donc à laquelle tu as la gentillesse de faire référence, qui est décédée maintenant, bien sûr. Ma grand-mère est née en 1902. Elle est née donc allemande, puisque l'Alsace était redevenue allemande après la guerre de 70. Elle est née allemande, elle est devenue française en 1918. Elle est redevenue allemande en 1939. Elle est redevenue française en 1945. Et donc elle a fait partie de cette génération qui successivement a dû s'adapter, a dû accueillir de manière évidemment assez violente ces transformations et qui, je pense, a posé un creuset positif et assez volontariste sur l'idée de la concertation, de la confrontation, plutôt que d'aller systématiquement au conflit. Et je crois que ce n'est pas par hasard qu'effectivement quelques-unes des grandes institutions européennes ont été ensuite posées sur ce territoire d'Alsace. Et c'est aussi un état d'esprit qui imprègne ceux qui ont grandi comme moi dans cette région. Quelle est la place de la transmission et donc de la mémoire dans ta famille ? À commencer par ta grand-mère jusqu'à toi aujourd'hui et peut-être tes enfants. Elle est puissante. Je pense qu'elle est liée à différents éléments. D'abord, une valeur de transmission, j'y reviens par la tradition. L'Alsace est un territoire de tradition, de rites. Aujourd'hui, ça fait venir des milliers de touristes, mais fondamentalement, ce qui anime les marchés de Noël, les fêtes de Pâques, toutes les traditions qui sont perpétuées en Alsace, c'est vraiment le rythme des saisons, le rythme de la vie, la transmission de ces étapes auxquelles moi je pense on a besoin de se raccrocher parce que finalement elles donnent à la fois la perspective de ce qui va venir, la confiance aussi dans ce qui va venir, qui va d'année en année se répéter. Il y a un autre élément de transmission qui était porté dans ma famille, c'est évidemment, je l'ai déjà mentionné, la religion. Et dans une religion minoritaire comme le protestantisme, on est à peine 600 000 en France, une religion minoritaire, ça ne persiste que s'il y a une transmission. C'est-à-dire si on donne à connaître les valeurs, les textes, les pratiques qui peuvent ensuite, selon le choix de l'enfant, de l'adolescent, être poursuivis ou pas. Pour pouvoir choisir, il faut aussi qu'on explique en fait quels sont les choix possibles. J'entends souvent des amis dire « Ah, moi je ne veux pas imposer quelque chose à mes enfants, il choisira ».
Je crois que c'est juste, effectivement, il faut que chacun choisisse, mais c'est tout de même difficile de choisir quand on est exposé à rien. Voilà. Donc, je pense que la transmission, c'est d'abord d'expliciter, d'exposer ce qui est possible, et puis bien sûr, laisser ensuite le choix à chacun d'y adhérer ou pas. Est-ce que la transmission d'une personne à une autre, des différentes personnes que tu as rencontrées sur ton chemin, qui t'ont aidé jusqu'à ce rôle aujourd'hui que tu as de directrice générale de Miel France, est-ce que la transmission a été faite également sur ton parcours, non pas personnel, mais professionnel ? Énormément. Moi, je suis aujourd'hui dans la fonction que j'occupe grâce à un certain nombre de personnes qui, à un moment, justement, comme je l'expliquais, m'ont donné à voir ce possible, m'ont donné ce choix. Je pense à une femme en particulier, Nathalie Rose, qui est aujourd'hui la présidente de Lipton, qui était ma patronne et qui, chez Mars, et qui, je pense, m'a donné à voir le fait qu'on pouvait avoir une vie de famille, une vie de mère épanouie et réussie avec une carrière professionnelle. Et je pense que ce modèle-là, pour moi, a été déterminant. C'est-à-dire qu'il m'a permis de me dire, en suis-je capable ? Ça, je ne le savais pas très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si j'y suis parvenue tout à fait. Mais en tous les cas, le fait de voir que c'était possible, avec des exemples comme Nathalie, et j'en ai eu d'autres, ça, évidemment, ça revient à mon point, ça laisse le choix, ça laisse entrevoir les possibilités. J'ai également eu ce soutien ou cette transmission de la part d'hommes. Je vais te donner un exemple, c'est assez traditionnel quand tu grandis dans un métier. Moi, mon métier, c'était le marketing et la vente. Puis alors voilà, quand les choses se passent bien, à un moment, on te dit tiens, tu pourrais envisager une direction générale. Bon, direction générale, c'est comme un soliste qui devient chef d'orchestre. Donc évidemment, moi, la première chose que je leur ai dit, je dis je ne sais jouer que d'un instrument. Et ça me paraissait être un facteur terriblement limitant. Je me dis là, je ne connais rien, je ne suis pas assez douée en finance, voilà, le droit n'est pas mon domaine d'expertise. Et là, ce sont des patrons hommes qui, eux, à ce moment-là, m'ont donné à voir le fait que il y avait bien peu de chefs d'orchestre qui savaient jouer de tous les instruments de l'orchestre et que à mon tour peut-être que je pourrais envisager de prendre cette direction d'orchestre en ayant seulement une ou deux cordes à mon arc et en comptant en revanche sur évidemment l'appui que je pouvais avoir sur d'autres interprètes. Tu m'as énormément parlé dans la préparation de cet échange des personnes qui t'ont aidé du moment où tu étais une stagiaire jusqu'à chef de produit, en passant par directrice, puis jusqu'à aujourd'hui. Comment tu rends l'appareil à ces personnes qui t'ont aidé ? Ta responsabilité maintenant, ce sera de transmettre à ton tour ce que moi, j'ai pu te transmettre. Et ça, je l'ai eu, je crois, de quasiment tous les patrons, qui soient chefs de produits, directeurs généraux, tous les patrons qui m'ont vraiment aidé. Donc, je crois que ce qu'ils avaient en commun, et ce que j'essaye de faire à mon tour, c'est que ce sont des gens qui, on parle de transmission, qui à un moment, dans un parcours, un cheminement collaboratif, se sont arrêtés pour se soucier un peu comme dans une marche, de est-ce que ça va, est-ce que le rythme est bon pour toi, est-ce que les chaussures vont bien, est-ce qu'il y a un caillou dans la chaussure, est-ce que le sac n'est pas trop lourd, est-ce que tu as besoin de t'arrêter, pour essayer de comprendre où j'en étais dans mon parcours, pour comprendre quels étaient les freins, et non pas par magie les lever, mais m'aider à comprendre où ils étaient et à me donner les clés pour les surmonter. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire. Un concept que j'ai hérité de Mars, l'entreprise américaine dans laquelle je suis restée très longtemps, c'est que la responsabilité de chaque manager, c'est de développer son propre successeur, à court et à moyen terme. Donc ça veut dire que ma responsabilité, j'ai toujours vu comme le fait d'identifier dans mon équipe directe, mais aussi dans les jeunes talents que je peux recruter, voire identifier à l'extérieur, des personnes qui prendront mon poste dans 5, 10 ou peut-être même 20 ans. Et quand tu as cette responsabilité chevillée au corps, en fait, les conversations, les regards se portent de façon très différente, sur une temporalité un peu différente. Combien d'enfants tu as ? J'ai 2 filles. Et qui ont quel âge ? Qui ont 18 ans, parce que ce sont des jumelles. Des jumelles. Quand tes 2 filles, qui sont plus toutes jeunes maintenant, mais tes 2 enfants, tes 2 filles, quand elles te demandent « Maman, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Qu'est-ce que tu leur réponds ? Je vais te raconter 2 histoires. Lorsque j'ai eu mes enfants relativement tard, j'avais 38 ans, et je me suis promise d'être présente au
grand rendez-vous. Donc je me suis dit, je fais 2 sorties de classe par an, je serai là pour toutes les rentrées. Donc je prends un jour de congé, j'assiste à la fête de fin d'année de leur cours de violon. Des enfants de 6 ans qui font du violon, c'est douloureux. Quand c'est les tiens, ça va, mais tous les autres, c'est pénible. Donc j'assiste à ça et elles ont 6 ans et à la fin de l'après-midi, je leur dis, bah oui, effectivement, c'était très bien, leur grand-mère était là également et elles me disent tout de même, c'est dommage, papa n'était pas là. Je dis oui, papa n'était pas là, papa n'était pas là et elle me regarde, elle me dit, tu comprends, papa il travaille. Et alors là, j'ai réalisé qu'effectivement... Tes filles ont dit ça? Mes filles ont dit ça. Alors que moi, je travaille depuis leur naissance, comme leur père. Et là, je me suis dit, en fait, je ne leur ai jamais expliqué. Je ne leur ai jamais expliqué. Et donc, le soir, je les ai prises. J'ai dit, alors, écoutez, papa travaille, certes, et il n'a pas pu se libérer. Il se libérera à une autre occasion. Mais il se trouve que maman... Et donc, de manière très explicite, je me suis rendu compte, et je l'ai fait peut-être un peu tardivement, mais en tous les cas, je n'ai pas regretté, je leur ai expliqué. Que maman travaille aussi? Que maman travaille aussi, que maman a eu la chance de pouvoir se libérer parce que c'était très important, qu'elle ne pourrait peut-être pas à chaque fois, mais en tous les cas, que maman ne faisait pas du tricot toute la journée. Bon, il se trouve qu'à l'époque, maman travaillait chez Mars, et donc qu'est-ce que faisait maman? Maman, elle faisait des M&M's. D'accord? Donc, si tu veux, c'est un job assez populaire, hein, facile à retenir, mais à partir de là, et même quand j'ai fait des choses peut-être un peu moins faciles à saisir pour un enfant que peindre des M sur des M&M's, je me suis toujours attachée effectivement à expliquer aux enfants, à mes enfants, ce que je faisais, mais aussi ce que faisait tout mon écosystème en fait, toute mon entreprise. Et je fais partie des gens qui croient beaucoup aussi à cette valeur de transmission. Tu sais, quand on organise des visites qui permettent aux familles des collaborateurs de venir sur le site pour qu'il y ait une conscience en fait de ce qui se passe pendant finalement les longues heures où le père, la mère, un conjoint peut disparaître et être occupé. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Il faut donner un choix, il faut donner à voir, il faut donner à toucher, à saisir. Miele, donc, qui est l'entreprise allemande d'électroménager dans laquelle je travaille aujourd'hui, est implantée depuis 50 ans au Blanc-Mesnil, dans le 93, qui est le département à la fois le plus jeune et aussi le plus pauvre de France. Et lorsqu'on s'est, avec mes équipes, interrogé sur la manière dont on pouvait, à notre humble niveau, jouer un rôle sociétal, on s'attendait à ce que l'équipe de la mairie nous dise, voilà, vous pourriez accueillir des élèves en stage, en 3e, seconde maintenant. Et en fait, pas du tout. De manière très intéressante, ils nous ont dit, le stage de 3e et de seconde, c'est presque déjà trop tard, les dés sont jetés. Nous, ce dont on a besoin, en particulier pour les enfants qui peuvent être dans des foyers avec des situations familiales difficiles, de chômage élevé, on a besoin de leur donner à connaître et à voir le monde du travail beaucoup plus tôt, pour qu'ils puissent se projeter et être prêts, être déterminés au moment des choix de 3e et de seconde. Et du coup, j'avoue qu'on était un peu surpris. Ils nous ont dit, voilà, nous, ce qu'il faudrait, c'est que vous nous aidiez à accueillir dans le monde de l'entreprise, à rendre visible le monde de l'entreprise à des collégiens, à des enfants de 5e, 4e. Bon, ça nous paraissait un peu tôt, et en fait, c'est évidemment eux qui avaient raison. C'est-à-dire qu'on a accueilli, on le fait maintenant depuis 2 ans, avec les collaborateurs qui sont volontaires chez nous, on accueille des groupes d'enfants, donc de 13 ans, qui ont parfois les 2 parents qui sont en situation de chômage, donc qui ont un rapport assez distancié au monde du travail. Et donc, on les fait venir pour une journée dans l'entreprise, déjà pour leur montrer à quoi ressemble l'entreprise. J'espère pour leur montrer aussi que c'est un univers qui est positif, dans lequel les gens peuvent s'épanouir. Et moi, j'assiste avec beaucoup de plaisir à ces sessions à chaque fois. Et à chaque fois, il y en a 2 ou 3 qui me regardent et qui me disent « Attendez-moi parce que moi, je reviendrai bosser ici ». Voilà. Et ça, c'est une transmission qui est assez formidable et qui, en plus, je pense, est quelque chose qui est reproductible dans à peu près toutes les entreprises. Anne, tu transmets énormément à travers ta casquette de directrice générale chez Miele, à travers ta seconde casquette de présidente des anciens de l'EDEC. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants
et à ta famille? Ce que j'essaye de transmettre à mes enfants, c'est ce que moi j'ai reçu de mes parents. C'est d'une part la responsabilité vis-à-vis de l'humanité que chacun d'entre nous porte. Et l'autre point, c'est ce que ma mère me répète souvent et que je répète à mon tour à mes enfants, c'est que la vie n'attend pas. La vie n'attend pas et chaque jour doit être vécu pour préparer le second et rester sur cet élan qui fait notre humanité, qui nous met encore une fois à l'intersection entre ce qui était et ce qui sera. Et qui n'attend pas que nous prenions notre temps, que nous nous engagions peut-être. Non, il faut le faire aujourd'hui parce que la vie n'attend pas. Merci Anne. Merci Sacha.